Vous faites bien de nous avoir choisis pour vous informer. Il est 20 h à Libreville, la capitale gabonaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. À Libreville, le programme pour l'égalité des chances est effectif. C'est le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba qui a procédé officiellement au lancement de ce projet qui se veut pragmatique quant à sa matérialisation à court, moyen et long terme. Au Burundi, enfin, Pierre Nkurunziza s'engage sur la voie du dialogue. Après discussion avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, une décision tant attendue par la communauté internationale et qui permettra aux Burundais de laver le linge sale en famille. La santé, la lutte contre le VIH-Sida, un anneau vaginal contenant un nouveau microbicide désormais utilisé chez les femmes dans les pays en développement. Ce dernier va contribuer à la réduction d'environ 30% du risque d'infection du VIH. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Dina Koussou. Bonsoir Aziz Maïga. Bonsoir à tous et à toutes. Nous ouvrons ce journal avec de la diplomatie. Le président burundais Pierre Nkurunziza s'engage enfin à ouvrir un dialogue inclusif avec l'opposition. Une décision à l'issue de la rencontre entre le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et Pierre Nkurunziza. Seuls les acteurs politiques qui ne sont pas engagés dans la déstabilisation du pays sont concernés. Le point avec Patricia Lidimouele sur les images de Juka Africa. La visite de Ban Ki-moon aura été bénéfique. Une conférence de presse sur les questions d'actualité au Burundi a permis à l'Onusien de faire le point de la situation de ce pays frappé par la crise depuis la réélection controversée de Pierre Nkurunziza. Ban Ki-moon a également réaffirmé le soutien de son organisation pour le rétablissement de la paix dans ce pays et il a affirmé que Pierre Nkurunziza a promis de libérer 1200 prisonniers et qu'il est prêt aujourd'hui pour un dialogue inclusif avec l'opposition. Cette visite du secrétaire général de l'ONU était une occasion pour le président burundais de faire le plaidoyer pour son pays. Toutefois, Pierre Nkurunziza sollicite l'implication des partenaires extérieurs pour la relance du Burundi plongé dans l'instabilité politique. Des nouvelles de l'exécutif gabonais dans ce journal à Libreville. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a procédé ce matin au lancement du programme pour l'égalité des chances en présence des membres du gouvernement et d'un parterre d'invités. C'est à l'amphithéâtre de l'École normale supérieure de l'enseignement technique que le numéro 1 gabonais s'est voulu optimiste quant à la matérialisation à court, à moyen et à long terme du dit programme. Dina Koussou et Hervé Aubian étaient sur place. Le ton a été donné ce matin pour le lancement du programme pour l'égalité des chances. Conscient des défis à relever pour le développement du Gabon, le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba se veut pragmatique. Je prône l'égalité des chances pour l'accès au savoir, aux soins de santé, à l'emploi, au logement. Je prône l'égalité des chances pour les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, dans chaque province du Gabon. Je prône l'égalité des chances pour la revalorisation des retraites. Je veux m'assurer que notre pays avance non pas uniquement pour avantager les personnes de bonne famille, mais pour l'intérêt de tous ceux qui contribuent à sa richesse. Pour le numéro 1 gabonais, ce programme devrait améliorer la société gabonaise. Pour nous, l'égalité des chances est d'abord une nécessité. Si nous voulons un Gabon prospère et dynamique, il nous faut assurer que toutes les filles et les fils de ce pays participent à l'édification de son plan d'émergence. C'est de cette façon que nous assurerons la création de nouveaux emplois, que nous concrétiserons les nouvelles opportunités. Selon le chef de l'État gabonais, l'égalité des chances passera aussi par le changement de mentalité qui demeure un processus qui requiert du temps et de la patience. Et justement, le lancement de ce programme pour l'égalité des chances au Gabon devrait apporter un souffle nouveau. C'est du moins ce que pense la ministre gabonaise en charge de ce département, ainsi que certains jeunes Gabonais. Ils se sont prononcés sur la question. Et retrouvons une fois de plus Dina Koussou sur les images d'Hervé Aubian. Après le lancement du programme pour l'égalité des chances par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, le membre du gouvernement Patricia Taye a invité les Gabonais à s'approprier de cette nouvelle politique. Cela nécessite la participation de tous. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on donne une chance, il faut qu'il y ait un donneur.
Et il faut quelqu'un qui reçoive la chance. Et ceux qui donnent la chance, ce sont ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir. C'est à ceux-là que le message est beaucoup plus parlant parce qu'il s'agit de conscientiser ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir pour donner la chance à tous les Gabonais sans distinction aucune. Il s'agit pour les Gabonais de s'en approprier, de s'impliquer, parce que ce Gabon ne pourra se construire qu'avec les Gabonais. Cela appelle, n'est-ce pas, à une prise de conscience collective, à une implication de tous pour le développement de notre pays. Un programme qui suscite de l'espoir chez les étudiants gabonais. Faire en sorte que ce pacte devienne réalité par le lancement officiel de ce programme nous donne beaucoup d'espoir. L'idée n'est pas mauvaise, c'est une bonne idée. Bon, maintenant, on attend la concrétisation parce que la théorie, c'est autre chose. Maintenant, on attend voir la pratique. Et c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis. Les actions concrètes pour la matérialisation du programme pour l'égalité des chances sont attendues par bon nombre d'observateurs. Politique à présent, toujours au Gabon, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, était dans la province de l'Ogololo dans le cadre de sa 7e tournée nationale. Le point avec Guy Madébé et Kevin Coré, Canal 7 Koulamoutou. La province de l'Ogololo, sud-est du Gabon, a constitué du 17 au 21 février la 7e étape de la tournée nationale du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Berceau de ce parti de masse, se devait une réception exceptionnelle. Les populations des différents départements se sont déplacées en masse pour offrir un accueil de choix à ce fils du terroir. De l'Astroville, Ibunji, Koulamoutou, Pana, la mobilisation des populations a été totale. Des slogans de bienvenue et de soutien à la politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba étaient visibles sur les banderoles et chansons. Au titre des allocutions, des membres du bureau permanent Ginzu Bandama, Régis Simongo Tatangani, comité de sages Martin Fidel Maniaga, secrétaire national Nanette Longa Makinda ont témoigné l'immense joie des militants de la province de recevoir ce hôte d'émotion, de soutien et d'appel à la candidature du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, aux prochaines élections présidentielles ont été prononcées par les représentants des sages, des jeunes et des femmes du Parti démocratique gabonais. Partout où il est passé, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, a insisté sur la consolidation du nœud d'alliance entre le PDG et les populations de la province de l'Ogololo. Cette tournée constitue pour nous un échange avec les militants et les militantes de la base. Nous avons donc, au cours de ces échanges, évoqué les aspects de politique, d'économie et de social au niveau national. En même temps, nous nous sommes appesantis sur le fonctionnement du Parti démocratique gabonais. Après Pana, sa ville natale, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a mis le cap sur Aboumi. Un reportage signé Guy Madébé et Kevin Kero, Canal 7 Koulamoutou. Direction le Niger pour la suite de ce journal. Les opérations prolongées de vote pour la présidentielle se sont achevées lundi soir. Le président sortant Mamadou Issoufou souhaite obtenir un second quinquennat face à une opposition divisée qui dénonce depuis le début du scrutin les fraudes massives, Aziza. Effectivement, Dina, il faut dire que les premiers résultats ont commencé à tomber depuis hier soir, notamment ceux de la diaspora et de certaines communes du sud du pays. Le récit est signé Blanche Pitka. Dans la grande salle du Palais des Congrès de Niamey, la capitale, le laborieux décompte des voix suit son cours. Les premiers résultats partiels sont donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Ils concernent principalement les votes de la diaspora et de certaines communes pas très peuplées au sud du pays. La longue litanie de résultats annoncés dans 8 langues s'est poursuivie toute la nuit sans qu'on sache quand les résultats plus généraux, donnant des indications solides sur le scrutin, seraient disponibles. Les opérations de vote pour la présidentielle ne se sont achevées que lundi soir. Elles avaient été prorogées dans de nombreuses villes qui n'avaient pas reçu le matériel électoral dimanche, comme près de Tawa à l'ouest, et par ailleurs un fief électoral du président candidat Mamadou Issoufou, à Agadez dans le nord et près de Zinder dans le sud du pays. Selon les autorités, les résultats globaux devaient être publiés dans 5 jours suivant le scrutin. Les Nigériens devraient donc être fixés au plus tard vendredi.
Et justement, nous restons en Niger, en bref et en images, où l'opposition nigérienne refuse de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle annoncée depuis hier par la commission électorale. L'annonce a été faite ce mardi par Amadou Boubacar Sissé, le porte-parole de la coalition d'opposition, qui a par ailleurs dénoncé des fraudes massives dans le scrutin. Rappelons-le, il s'exprimait aux côtés d'un des principaux favoris du scrutin, Seyni Oumarou, au siège du parti de ce dernier. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Aziza. Bien sûr, Dina, et pour la suite de ce journal, nous avons en direct du Nigeria notre correspondant Daouda Aliou qui nous parle ce soir de la crise économique provoquée par la chute du prix du baril du pétrole, notamment des conséquences qu'elle entraîne dans les pays producteurs du pétrole, à l'instar du Nigeria. Daouda Aliou est avec nous. Alors, Daouda Aliou, que se passe-t-il exactement au Nigeria? Il s'agit des cours du pétrole qui ont commencé à chuter depuis juin 2014. Comme vous le savez, le Nigeria dépend à peu de 80% du pétrole. Et de $140, aujourd'hui le pétrole est à presque $30. Vous comprenez que ça affecte gravement le Nigeria, dont les finances publiques ont vraiment chuté. Donc le Nigeria n'arrive même plus à payer le salaire des fonctionnaires. Et avec le Naira, dont la valeur dégringole chaque jour, les prix des produits de première nécessité ont chuté. Daouda, à quel niveau se situent exactement les répercussions de cette crise? À tous les niveaux, puisque même les investisseurs ont commencé à payer bagage. Parce que la monnaie locale qui dégringole a fait l'achat des matières premières. Donc, des compagnies ont commencé à quitter le Nigeria. On n'a plus appelé le salaire des fonctionnaires. Le prix des produits de première nécessité ont grimpé. Vous voyez la crise économique dans le Nigeria présentement. C'est pourquoi le président Buhari est en train de faire le tour du monde. Présentement, il sera en Arabie Saoudite et au Qatar pour voir comment baisser du pétrole sur le marché international. Justement, le président Mamadou Buhari est aujourd'hui accusé par la population alors que cette même population s'est mobilisée pour le voter. Comment expliquez-vous aujourd'hui ce revirement de situation? L'espoir qui a suivi l'élection du président Buhari le 28 mars dernier a fait au désespoir. Il est vraiment critiqué aujourd'hui. Il y a 2 semaines, Buhari a dit qu'il regrette d'avoir pris le pouvoir en ce moment. Donc, il est vraiment critiqué. On lui demande même de quitter s'il veut quitter. Dernière question, Daouda, le Nigeria pourra-t-il se relever de cette situation de crise qu'il traverse actuellement? C'est bien possible. C'est pourquoi le président Mamadou Buhari est en train de remuer ciel et terre pour voir comment remettre l'économie sur les rails. Des réunions chaque jour avec le gouverneur de la Banque centrale, des économistes du pays. Au fait, c'est de diversifier l'économie et voir comment repositionner l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria paye le fait d'avoir négligé le secteur agricole qui était, avant le boom pétrolier, le pilier de l'économie nigériane. Donc, on pense à diversifier l'économie et voir comment repositionner l'agriculture. Mais là aussi, les fonds manquent pour pouvoir faire de l'agriculture le nouveau pétrole du Nigeria, comme l'avait promis Mamadou Buhari au lendemain de sa prise de fonction le 29 mai 2015. Merci Daouda Aliou pour toutes ces informations. Daouda Aliou, le correspondant de Canal 7 au Nigeria. Aziz Maguia, nous restons en économie. L'Afrique est devenue le nouveau terrain de jeu des industriels du palmier à huile et de l'EVA. Les superficies plantées couvriraient plus de 325 000 hectares, donc 50 000 plantés d'EVA et 80 000 de palmiers à huile, ce qui représente 40% de leur surface totale. Judith Koindéou pour ce reportage. Selon l'ONG Greenpeace, l'Afrique est le nouvel Eldorado des industriels de l'huile de palme et du caoutchouc, au détriment des forêts et des populations locales.
L'ONG souligne par ailleurs que l'on assiste actuellement à une véritable ruée sur les forêts africaines. Elle a déclaré, je cite, que les investissements s'y multiplient, attirés par des conditions climatiques idéales et surtout par des réglementations peu contraignantes, non appliquées, notamment en raison de la corruption ou particulièrement favorables aux investissements étrangers. Fin de citation. Dans la ligne de mire du rapport, la société financière des caoutchoucs, Socfin, l'un des plus importants planteurs sur le continent, et le groupe Bolloré. Selon Greenpeace, la Socfin est présente dans 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ses concessions en Afrique couvriraient plus de 325 000 hectares, dont 50 000 plantés d'EVA et 80 000 de palmiers à huile, ce qui ne représente que 40% de leur surface totale. Les superficies plantées pourraient donc doubler dans les prochaines années. Soulignons que les forêts africaines constituent d'immenses puits de carbone, en particulier les forêts tropicales du bassin du Congo, à la biodiversité exceptionnelle. Leur destruction libère d'énormes quantités de CO2, l'un des principaux gaz à effet de serre. De l'économie à l'environnement, il n'y a qu'un pas à faire. Le Maroc a été élu à l'unanimité à la tête de l'Association africaine de l'eau. L'élection a eu lieu lors de l'Assemblée générale élective de cette instance qui s'est déroulée à Nairobi. Les précisions dans ce reportage signé Judith Koindo. Le Maroc dirige désormais l'Association africaine de l'eau. Le Royaume a été élu à l'unanimité à la tête de l'association lors d'une Assemblée générale élective tenue à Nairobi au Kenya. La présidence sera assurée par le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, Ali Fassifiri. L'élection du Maroc n'est pas le fruit du hasard, selon un communiqué de l'association, ajoutant que ce choix tient à récompenser les efforts de l'Office national de l'eau et de l'électricité qui a su construire au fil des années des partenariats durables et structurés avec plusieurs pays d'Afrique et faire valoir son expertise et son savoir-faire auprès des opérateurs de l'eau et de l'assainissement. Ce choix va permettre également de consacrer les efforts de l'ONE qui accorde à l'Afrique une importance capitale dans le cadre de sa stratégie nationale, ce qui devrait renforcer les liens de coopération qu'elle entretient avec les pays du continent dans le cadre des valeurs de coopération sud-sud, tout en étant un acteur central du développement de l'eau au niveau du continent. Soulignons que l'Association africaine de l'eau contribue à améliorer les performances des sociétés d'eau et d'assainissement et à influencer les politiques du secteur en Afrique, tout en accompagnant ses membres pour la réalisation des objectifs fixés par la communauté internationale en matière d'accès des populations à l'eau potable et aux services d'assainissement. Santé à présent, les résultats de 2 essais cliniques publiés lundi ont montré qu'un anneau vaginal contenant un nouveau microbicide permet de réduire d'environ 30% en moyenne le risque d'infection par le virus VIH/SIDA chez les femmes d'INA. Et oui, Aziz, l'usage de ces anneaux présente un intérêt particulier pour les femmes dans les pays en développement où les taux d'infection par le VIH sont élevés. Judith Koindo pour le reportage. Au total, 4 588 femmes séronégatives âgées de 18 à 45 ans au Malawi, en Afrique du Sud, en Ouganda et au Zimbabwe ont participé à ces 2 études cliniques de phase 3 appelées ZORWING et ASPIRE entre 2012 et 2015. Les résultats des 2 essais ont été présentés à la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes qui se tient cette semaine à Boston. L'usage de ces anneaux présente un intérêt particulier pour les femmes dans les pays en développement où les taux d'infection par le VIH sont élevés et où elles sont nombreuses à avoir le plus grand mal à persuader les hommes d'utiliser des préservatifs, a expliqué le docteur Zeda Rosenberg, qui dirige l'International Partnership for Microbicides, ayant présenté les résultats des études. Celles qui utilisaient l'anneau vaginal ont réduit leur risque d'infection par le VIH de 27% à 31%, comparativement à celles qui avaient un placebo. Les anneaux se sont avérés nettement plus efficaces chez les femmes de plus de 25 ans, chez qui ils ont réduit le risque d'infection de 61% dans l'étude ASPIRE et de 37% dans la seconde ZORWING. Environ 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, dont plus de la moitié sont des femmes, selon l'Institut national américain de la santé, NIH. Soulignons que ces résultats donnent un nouvel espoir à de nombreuses femmes à haut risque d'infection qui ont besoin davantage d'options pour se protéger efficacement du VIH.
Et nous ouvrons la page sportive de ce journal. Gianni Infantino, candidat à la présidence de la FIFA, a tenu une conférence de presse hier au Cap en Afrique du Sud en vue du vote de vendredi prochain pour la succession de Sepp Blatter à la tête de la Fédération internationale de football association. Au menu, le souhait du soutien des 54 fédérations africaines. Voyons ce reportage d'Armel Joimbogo. Lors d'une visite rendue à son concurrent sud-africain Tokyo Sexual, Gianni Infantino, le candidat suisse, a indiqué qu'il espère obtenir la majorité des votes du continent africain. La Confédération africaine de football, pour sa part, avait déjà mentionné début février qu'elle soutiendrait la candidature du Tchèque Salman, président de l'AFC, la Confédération asiatique de football. Oui, je pense que j'ai un impact. Je me sens très confiant. Peut-être ne devrais-je pas dire ça devant Tokyo, mais je pense que j'aurai une majorité des votes africains, oui. Ayant pris connaissance des propositions de Gianni Infantino, Tokyo Sexual semble disposer à une alliance. Je suis un réaliste. Je savais et j'ai dit que vers la ligne d'arrivée, il y aurait des alliances. Je suis ouvert à des alliances, je suis ouvert aux négociations. Je viens d'un pays où l'on a dû former des alliances. Notons que seul Infantino a répondu à l'invitation de Tokyo Sexual, qui avait également convié le Tchèque Salman, président de la Confédération asiatique de football, le prince Ali de Jordanie, ancien vice-président de la FIFA, et le français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA. Restons au sport. Okumbi occupera à compter de ce jour le poste de sélectionneur national du Kenya en remplacement à Williamson. Il aura pour mission première de diriger l'équipe qui rencontrera les 23 et 27 mars la Guinée lors des éliminatoires de la CAN 2017. Les précisions dans ce reportage signé Michel Zuy. Le Kenya est en train de connaître un toilettage dans le domaine du football. Après l'élection du nouveau président de la Fédération kenyane de football, Nick Mwanda, l'encadrement technique de l'équipe nationale a été retouché à son tour car Bobby Williamson n'est plus le sélectionneur du Kenya. En poste depuis août 2014, le technicien écossais a été remplacé par l'ancien entraîneur de Mathare United, Stanley Okumbi. Le nouveau sélectionneur devrait s'acquitter de la lourde mission qui consiste à qualifier le Kenya pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Sachant qu'il ne compte qu'un point actuellement, soit 3 de moins que le Congo et la Zambie, le Kenya n'a pas le droit à l'échec dans le groupe E. Dans ses nouvelles fonctions, Okumbi sera assisté de l'ancien capitaine des Arabi Stars, Moussa Otieno, qui était déjà l'adjoint de son prédécesseur, et de l'ancien maître à jouer de Gor Mathia, Frank Wuna. Voilà, merci à vous Dina Koussou, on se retrouve demain. À demain Aziz Maïga, à demain chers téléspectateurs. Et dans le cadre du focus de ce jour, Armel Joimbogo nous a rejoint sur ce plateau. Avec lui, nous parlerons du lancement du programme pour l'égalité des chances par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Nous en parlons dans une poignée de secondes. Armel Joimbogo, bonsoir. Bonsoir Aziz. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour nous parler de ce lancement officiel du programme de l'égalité des chances au Gabon. Alors de façon globale, que peut-on retenir de ce lancement fait aujourd'hui par le président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba? Il faut d'abord retenir une chose très importante. C'était le message lancé par le chef de l'exécutif gabonais qui veut changer effectivement les habitudes et vaincre les vieilles résistances. Le chef de l'État l'a dit, il connaît le système, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui celui-là qui veut que des personnes, n'est-ce pas, puissent se mouvoir, n'est-ce pas, en clan, en ethnie, etc. Donc, il veut changer ce système. L'autre chose à retenir, ce sont les 5 points, n'est-ce pas, qu'a énuméré le président Ali Bongo Ondimba, notamment offrir une éducation de qualité et une formation qualifiante adaptée aux besoins économiques pour tous les Gabonais. C'est un point véritablement important. Oui. Le deuxième, c'était l'accès aux soins de santé et de prise en charge
des parents. Là également, le chef de l'exécutif a souligné qu'un pays qui se veut prospère, effectivement, a besoin des Gabonais en bonne santé. Le 5e point concernait l'égalité des chances devant l'emploi. Et vous vous souviendrez effectivement que dans un récent passé, on avait coutume, n'est-ce pas, de recruter des gens qui n'étaient pas à la hauteur dans des postes qui ne pouvaient même pas gérer tant dans l'administration publique que dans l'administration privée. Aujourd'hui, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a dit trop, c'est fini, il faut arrêter ce type de pratique. Et justement, Armel Bongo, on a remarqué que le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, s'est énormément appesanti sur le point 3 et 5. Alors, ce qui concernait justement l'injustice sur l'emploi et le combat de l'injustice, quelques éclaircies sur ces 2 points? Effectivement, le 3e point qui concerne l'égalité et l'autre qui concerne le combat de l'injustice se résume, n'est-ce pas, à une même philosophie. Comme je le disais tantôt, Ali Bongo Ondimba, effectivement, veut donner une chance à tout le monde. Et il a surtout mentionné qu'il va falloir, n'est-ce pas, désormais utiliser la philosophie de la compétence. Vous allez vous rendre compte dans certaines administrations gabonaises qu'il y a des gens, effectivement, à des postes et qui ne méritent pas d'être là. Ali Bongo a dit il va falloir, n'est-ce pas, bannir cette vieille philosophie qui a longtemps gangréné, effectivement, le développement du Gabon. Aujourd'hui, il donne la chance à tous les Gabonais, effectivement, qui ont le niveau, qui sont compétents, qui sont capables, ceux qui le méritent. À ceux qui le méritent, effectivement, de pouvoir véritablement aider le Gabon à plonger totalement dans l'émergence pour un Gabon meilleur. Et c'est d'ailleurs une philosophie que tous les Gabonais apprécient, que l'on soit de l'opposition ou de la majorité. Il va falloir mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. La dernière question, Armel Bongo, est-ce qu'il est possible au chef de l'État gabonais de réaliser ce projet? Naturellement, il est possible. Il vous souviendra qu'en 2009, lorsque le président Ali Bongo Ondimba effectivement accédait à la magistrature suprême, ce point avait été souligné dans son projet de campagne. Certes, il avait mentionné, mais il avait également dit que je ne peux arriver à cela qu'avec l'accompagnement de tous les Gabonais. Et aujourd'hui, il a réitéré en disant que je ne suis pas venu au pouvoir de moi-même, vous m'avez élu. Donc il faut effectivement que tous les Gabonais s'unissent, aient une même volonté pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est réalisable et aujourd'hui, il faut que tous les Gabonais effectivement se mettent main dans la main pour pouvoir réaliser ce programme. Et il a d'ailleurs rappelé à tous les Gabonais de l'aider, car aider à faire en sorte que ce programme soit réalisé, c'est que les Gabonais s'aident eux-mêmes. Armel Bongo, journaliste à la rédaction de Canal 7, merci d'être passé sur ce plateau pour nous parler de ce lancement officiel de l'égalité des chances au Gabon, un lancement qui a été fait aujourd'hui par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Ce journal est à présent terminé, mais avant de vous quitter, le rappel des 3 principales articulations qui l'ont constitué. À Libreville, le programme pour l'égalité des chances est effectif. C'est le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba qui a procédé officiellement au lancement de ce projet qui se veut pragmatique quant à sa matérialisation à court, moyen et long terme. Au Burundi, enfin, Pierre Nkurunziza s'engage sur la voie du dialogue. Après discussion avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, une décision tant attendue par la communauté internationale et qui permettra aux Burundais de laver le linge sale en famille. La santé, la lutte contre le VIH-Sida, un anneau vaginal contenant un nouveau microbicide désormais utilisé chez les femmes dans les pays en développement. Ce dernier va contribuer à la réduction d'environ 30% du risque d'infection du VIH. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous.